Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Michi. J'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de rencontrer Dr Théo Pezel qui participe au congrès AHA à Bonjour. Chicago. Bonjour Théo, est-ce que tu peux nous faire s'il te plaît un petit résumé de J2 de congrès? Alors quels sont tes coups de cœur de ce deuxième journée de congrès de cardiologie? Alors il y en a plusieurs, on a eu des études vraiment très intéressantes, mais on peut déjà commencer par une étude en imagerie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, l'étude Precise CT. Alors c'est une étude qui évalue la place, vous allez le voir, du coroscanner dans l'évaluation de la douleur thoracique. C'est important de revenir à ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien quand on évalue un patient qui a une douleur thoracique stable, on est vraiment dans l'angor stable et non pas le syndrome coronaire aigu. Les recommandations européennes, américaines nous précisent qu'on peut librement choisir le coroscanner, l'IRM de stress, la scintigraphie de stress ou l'échographie de stress, voire sur une probabilité forte, la coronarographie d'emblée. Mais finalement, on n'a pas plus d'outils pour choisir s'il faut plutôt choisir l'un ou l'autre. Une étude publiée dans le JAMA Cardiology très récemment a mis en évidence un score, le score PROMISE, qui est un score qui guide le clinicien pour choisir entre un coroscanner simple, un coroscanner avec de la FFRCT, donc l'équivalent d'une FFR invasive mesurée en coronarographie, mais à l'aide d'un simple scanner, je pense que vous en avez déjà entendu parler depuis plusieurs années maintenant, ou une coronarographie d'emblée ou rien du tout. L'étude Precise CT consistait en une étude randomisée, multicentrique, on est sur plus de 60 centres en Amérique du Nord et en Europe, plus de 2000 patients, et ces patients étaient randomisés entre soit un bras de stratégie traditionnelle, où il y avait à peu près 30% d'échographie de stress, à peu près 30% de scintigraphie de stress, et le reste, un peu d'IRM, un peu de CG d'effort, et dans l'autre bras, un bras guidé par ce score PROMISE, et qui a donc conduit à la réalisation d'un coroscanner pour 50% des patients de ce bras, dans 30% des cas coroscanner plus FFRCT, et dans le reste, rien ou la coronarographie. C'est quoi le résultat? Le résultat, il est quand même saisissant puisque c'est une étude qui est positive et qui montre une réduction de 71% d'un critère composite grâce au bras Precision, au bras guidé par le coroscanner, qui consistait en la mortalité toute cause, l'infarctus du myocarde ou la réalisation d'une coronarographie qui ne mettait pas en évidence de lésions obstructives. Autrement dit, une coronarographie faite pour rien. On peut un peu discuter le caractère dur de ce dernier critère dans le composite. Peu importe. Si on regarde les choses en détail, ça ne sort pas sur la mortalité seule ou sur l'infarctus seul, c'est vrai. Par contre, on avait un taux de coronarographie réalisé qui était réduit d'un peu plus de 65% à l'aide de ce bras coroscanner FFRCT. Pour notre pratique, eh bien, je pense que d'une part, ça redonne un intérêt s'il en avait besoin au coroscanner dans notre pratique quotidienne, mais aussi ça pousse, je pense, les prochaines recommandations à nous orienter un petit peu plus pour le choix de ces tests d'ischémie. Quand on est praticien au quotidien et qu'on a, moi ça m'arrive en consultation, à évaluer une douleur thoracique stable, on n'est pas forcément aidé par ces recommandations pour choisir vers quel patient s'orienter. C'est une piste déjà très intéressante. D'accord, parce qu'on a aussi l'Euroscore 1 et 2. Alors, on pourra utiliser aussi l'Euroscore. Alors, ce score, il est un peu plus précis, comme l'étude le dit, c'est ça? Il est un peu plus compréhensif et Oui. encadre le malade d'une manière plus précise. Oui, absolument. En fait, c'est dans les variables du score, on a énormément de choses sur le risque cardiovasculaire du patient et pas seulement juste sur les caractéristiques de la douleur pour la probabilité pré-test. Donc il y a vraiment le côté phénotype du patient par rapport à son diabète, le cholestérol, le HDL cholestérol par exemple fait partie du score. Et encore une fois, c'est important de le mentionner, c'est un score qui a été calibré en vue de faire un scanner. Donc finalement, les auteurs qui nous proposaient ce papier il y a quelques années dans le JAMA Cardiology vont à l'étape d'après qui est valider l'impact clinique de la mise en place de ce score en pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner notre pratique demain, mais c'est quelque chose qui, je trouve, renforce encore l'intérêt du coroscanner quand il est bien réalisé dans notre pratique quotidienne. Tout à fait. Je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres essais qui t'ont impressionné lors de cette deuxième journée? Oui, alors c'est une étude différente, un peu plus modeste, c'est l'étude Océane. L'étude Océane, c'est une étude de phase 2 où on avait un nombre de patients assez limité,
mais qui, vous allez le voir, nous révèle une nouvelle classe médicamenteuse. C'est un nouveau médicament, un ARN interférent, l'olpasiran, qui permet de diminuer la lipoprotéine A. Alors, avant de parler de cette molécule, je pense que c'est intéressant pour nos collègues de se rappeler ce que c'est que cette lipoprotéine A. La lipoprotéine A, c'est une protéine qui est mise en évidence depuis maintenant à peu près une dizaine d'années comme un facteur de risque cardiovasculaire extrêmement puissant. Aujourd'hui, quand on regarde chez tous les patients avec une maladie athéromateuse connue, on a un taux de 20% de ces patients qui ont une lipoprotéine A élevée. Et la courbe de la lipoprotéine A et du risque cardiovasculaire, elle est comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que les statines et les étimibes ne jouent pas sur la lipoprotéine A. Et donc on sait que quand on a fait baisser le LDL cholestérol et que la lipoprotéine A reste élevée, je répète, à peu près 15 à 20% des patients, il persiste un risque cardiovasculaire qui n'est pas pris en charge. D'accord. Quid des inhibiteurs PCSK9? Il a été prouvé que les inhibiteurs PCSK9 permettent une baisse de 25 à 30% de la lipoprotéine A. Donc c'est pas mal et c'est probablement aussi l'un des effets spectaculaires qu'on retrouve dans un certain nombre d'études, comme les études Fourier par exemple, des anti-PCSK9. Mais jusque-là, et c'est comme ça dans la session que introduisait l'auteur, nous n'avons pas de traitement spécifique qui cible cette lipoprotéine A, aussi importante soit-elle. C'est le cas de ce médicament, un ARN interférent. On est sur une étude de phase 2 qui évaluait donc deux choses. D'abord, la bonne tolérance, je vais y revenir. Et puis deuxième point, la réduction de la lipoprotéine A. Les résultats sont vraiment impressionnants. Au niveau de la réduction de la lipoprotéine A, on étudiait différents niveaux de dose, mais assez rapidement, on atteignait une réduction de 95 à 100% de la lipoprotéine A. Autrement dit, Impressionnant. exactement, très impressionnant. Autrement dit, on éteint la lipoprotéine A directement. Donc quelque chose de très spécifique, de très ciblé. Au niveau de la tolérance, elle était aussi excellente. Quelques patients qui décrivaient des réactions au point de ponction ou des petites hypersensibilités non graves et de résolution spontanée sans traitement particulier. L'étude de phase 3 est déjà lancée, mais c'est quand même un signal extrêmement fort. Et puis un dernier point à préciser, c'est que au sein de cette population, on avait quand même 88% des patients qui étaient sous statine bonne dose et 23% de patients qui étaient sous anti-PCSK9. Donc on n'est pas en train de vous dire que ça sera à la place des statines, de l'ézetimibe ou des anti-PCSK9. Ce serait en plus. On dose la LPA, la lipoprotéine A, si elle est à plus de 150 nanomoles par litre, le seuil d'élévation, on pourrait rajouter cette thérapeutique et qui pourrait, et on le sait, chez certains de nos patients en prévention secondaire qui gardent un risque cardiovasculaire élevé, malgré notre full dose de statine et des étimibes, tenir encore un peu plus fort ce risque, ça me semble crucial pour les prochaines années pour nos patients. Parfait. Je te remercie. Et on va parler aussi de troisième essai, que je te laisse nous dire, nous faire un petit résumé. Oui, absolument. Alors, déjà, il y a une étude dont vous allez reparler, je crois, avec Alexandre Mebaza tout à l'heure, c'est l'étude STRONG-HF. Et je voulais juste faire un clin d'œil, c'est Cocorico, c'est une étude française et c'est incontestablement sur le congrès l'étude la plus forte, la plus impactante. Et donc, je vous engage vraiment à écouter ce que va raconter Alexandre Mebaza tout à l'heure en présentant l'étude. C'est vraiment fascinant et passionnant.